Bonjour à tous, donc merci pour votre présence. Permettez-moi de me présenter, Pierre Bormans, cofondateur de la société Winbooks. Alors vous êtes nombreux aujourd'hui à assister à notre conférence. Certains parmi vous sont utilisateurs de nos solutions, d'autres ne le sont pas. Donc juste en quelques mots, je situe la société Winbooks. Nous sommes actifs sur le marché belge et luxembourgeois depuis 2000. Nos solutions de logiciels de comptabilité et de gestion évoluent sans cesse et intègrent bien entendu tout l'aspect de la digitalisation. Sachez que notre société compte une cinquantaine de collaborateurs et que fin 2019, en décembre pour être précis, nous avons rejoint le groupe Exact. Alors dans le cadre de cette intégration, nous restons une société autonome et nous bénéficions bien entendu de toute l'infrastructure du groupe pour développer nos propres solutions, booster le développement de nos propres solutions et notre présence sur le marché. Voilà, j'en ai assez dit sur Winbooks. Si vous avez la moindre question, vous envoyez, n'hésitez pas, à un email à sales@winbooks.be, sales@winbooks.be, et notre équipe commerciale s'empressera de vous répondre en parfaite collaboration avec votre revendeur Winbooks si vous êtes déjà utilisateur de nos solutions. Alors passons maintenant, si vous voulez bien, à notre conférence du jour. Donc les années précédentes, nous proposions de la Summer Academy, c'est-à-dire que nous recevions dans nos locaux de nombreux entrepreneurs, comptables, fiscalistes pour traiter de sujets tels que la digitalisation. Aujourd'hui, bien entendu, nous avons changé notre fusil d'épaule et nous travaillons à distance. Donc c'est la Digital Summer et nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Bruno Coleman. Alors tout le monde a déjà suivi une conférence de M. Coleman ou lu de nombreux articles. Alors laissez-moi juste, je ne vais pas le présenter longuement, laissez-moi juste citer quelques éléments de son CV. Donc depuis août 2019, M. Coleman est devenu CEO de la banque de Grove Petercam. Il est notamment ingénieur commercial Solvay, maître en sciences fiscales, doctorat en économie appliquée et j'en passe. Il a également été administrateur délégué chez ING, avant de rejoindre le ministère des Finances en tant que chef de cabinet de Didier Reynders en 2006-2007. Il accède ensuite à la présidence de la Bourse de Bruxelles, devient membre du comité de direction de la Bourse de New York et administrateur délégué d'Euronext Bruxelles, ainsi que député CEO d'AGEAS. M. Coleman est également professeur dans plusieurs universités et a publié près de 75 livres, je crois, de finance, de comptabilité et de fiscalité, et rédigé plus de 5000 articles pour la presse écrite. Voilà, j'arrête là, je pourrais continuer encore. Je vais maintenant passer la parole à M. Coleman, que je remercie. Le titre de la conférence est « Que va-t-il se passer ?» Voilà une question que nous posons tous depuis de nombreux mois déjà. Merci. Merci. Voilà, merci de m'accueillir aujourd'hui pour une conférence un peu particulière, eu égard au contexte sanitaire. Et en vérité, je voudrais vous parler du choc de modèle qu'on est en train de subir après l'avoir constaté. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à cette pandémie qui est un phénomène important, mais qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général que j'appellerais le choc de modèle entre le capitalisme anglo-saxon, américain plus particulièrement, et d'autre part les modèles européens qui sont plutôt fondés sur l'État-providence. Alors, pour contextualiser les choses, je pense qu'il faut voir d'abord le XXe siècle et discerner dans le XXe siècle les changements idéologiques qui l'ont caractérisé. En fait, on commence le XXe siècle avec une phase de capitalisme, la Première Guerre mondiale évidemment, et ce capitalisme se développe dans le sillage de la révolution industrielle qui elle-même s'est vraiment répandue en Europe en 1850. Et puis en 29-30, il y a le fameux choc de Wall Street, on en a entendu parler, mal géré, mal compris, mal animé par les banques, et à partir des années 30 jusque dans les années 70, on vit une phase d'interventionnisme
fort de la part de l'État dans l'économie. Alors cet interventionnisme, bien sûr, s'inscrit dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, mais est caractérisé par le fait que l'État joue un rôle d'impulsion, tant aux États-Unis qu'en Europe, pour reconstruire l'économie d'après-guerre, ou en tout cas pour la stimuler dans le cas des États-Unis. Et on le voit aussi dans le domaine monétaire. Les années d'après-guerre ont été caractérisées par ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods, qui étaient des accords qui fondaient les parités monétaires sur base d'un certain poids en or, donc les cours de change étaient fixes les uns par rapport aux autres. La reconstruction d'après-guerre a été facilitée par cet interventionnisme. La décolonisation elle-même a été autorisée par la croissance qu'on a connue après la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 70, quasiment 30-40 ans après le choc de Wall Street, les choses prennent une autre tournure. En effet, les années 70 sont caractérisées par la fin de ces accords monétaires et par une vague d'inflation, de chômage structurel de masse, par une vague de dette publique gigantesque. Donc le monde est en chaos, n'arrive pas à retrouver un souffle d'apaisement, comme si les années d'après-guerre, et surtout le relent d'après-guerre dans l'organisation de l'économie, étaient arrivés à son terme. Donc ces décennies des années 70 a été vraiment une césure entre deux modèles. Un modèle étatique ou para-étatique, et les années 80 qui commencent avec un changement idéologique. Ce changement idéologique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Alors pourquoi le mot néo? Néo, ça veut dire après. Parce qu'en fait, le monde était libéral jusque dans les années, en tout cas dans le monde occidental, jusque dans les années 30, et qu'il était devenu un peu plus étatisé. Donc on retrouve certains attributs du libéralisme, et il y a deux figures de proue politiques, au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui vont être les porteurs de flambeau de cette nouvelle réalité. C'est Margaret Thatcher, qui est élue en 79 au Royaume-Uni, c'est Ronald Reagan en 80, et cette connivence intellectuelle, idéologique entre ces deux personnes vont répandre un nouveau modèle, qui est ce modèle que je qualifie de néolibéral. Alors qu'est-ce que ça veut dire un modèle néolibéral? Ça veut dire un modèle, finalement, où on promeut la spontanéité de l'entrepreneuriat, où l'État commence à refluer, c'est-à-dire à reléguer au secteur privé toute une série de tâches qui lui incombaient. C'est aussi un modèle où la protection individuelle, en termes d'aléas professionnels, en termes d'aléas de vie, est en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on quitte un modèle de protection des personnes pour arriver à un monde où les humains sont plus vulnérables les uns par rapport aux autres. Et en fait, le néolibéralisme part de l'idée que l'État doit avoir un rôle résiduel dans l'économie, qu'on doit privatiser, qu'on doit désétatiser. Ce modèle s'est donc développé, je le disais, au Royaume-Uni et en Angleterre, de manière quasiment concomitante. Et il a d'ailleurs culminé dans les années 90 par ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui est en fait un accord qui avait été passé entre le Trésor américain, le FMI, la Banque mondiale, en fait confirmant ce rôle dominant des marchés. Certains ont qualifié d'ailleurs cette mutation idéologique de tout au marché, comme si le marché, dans sa spontanéité, donnait des réponses à tout. Les États-Unis sont très imprégnés de ce néolibéralisme, et encore maintenant. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'aux États-Unis, les hommes, les femmes qui travaillent, les familles, les ménages, comme on dit en économie, ne recherchent pas de protection sociale. Il y a une protection sociale qui est limitée, mais en fait, chacun vit sa vie, chacun est maître de son destin, c'est une logique d'ailleurs protestante, et cette économie est dans la mobilité parfaite du travail, la mobilité du travail qui s'adapte à la mobilité du capital. Et comme le capital circule plus vite que le travail, eh bien les humains doivent s'adapter à l'évolution des entreprises, au gisement de croissance. Et donc c'est un modèle extrêmement différent que celui qu'on a connu et qu'on connaît encore en Europe, puisque il y a une vulnérabilité des travailleurs aux mutations du capital. Et on le voit d'ailleurs très très bien dans la réponse à la crise pandémique. En fait, bien sûr, les États-Unis donnent une réponse étatique, aident les ménages, mettent en œuvre aujourd'hui pour le Covid des mesures de précaution, mais fondamentalement, ce genre d'accablement est une sorte de punition presque divine qui doit être subie et qui ne conduit pas les États-Unis à repenser leur modèle. Donc, quand on voit Trump aujourd'hui qui parle et qui minimise cette pandémie, en mentant d'ailleurs quant à ses conséquences, c'est en fait dans la logique parfaite américaine qui consiste à dire que, comme un vent mauvais, eh bien, les choses doivent se passer et que les humains n'ont qu'à s'adapter et subir, dans la capacité de leurs conditions, les événements qui les affectent.
Donc le néolibéralisme américain est toujours très très présent. Et d'ailleurs, chaque fois qu'un choc économique se présente, les Américains désétatisent l'économie, la privatisent un peu plus. Donc quand on voit Trump comme une exception dans l'histoire américaine, pas du tout. En fait, les Américains, depuis 50 ans maintenant, ont une vision de plus en plus isolationniste, se détachent des accords internationaux et veulent avoir une économie extrêmement libre, extrêmement spontanée, au prix bien sûr d'inégalités sociales extrêmement importantes. Alors je parlais des années 80 au cours desquelles, avec l'élection de Thatcher et de Reagan, ce modèle a été redéployé. Il s'est aussi infusé en Europe continentale, c'est-à-dire dans nos pays comme la Belgique. Mais on n'a pas vu ce modèle arriver de manière massive, parce que tout s'est fait par micro-oscillations, par petits changements idéologiques, par petites adaptations. On se souvient de Verhofstadt, qui voulait vendre la Belgique à l'étranger. On se souvient des personnes qui disaient qu'il fallait diminuer la protection sociale. Et en fait, le problème, c'est que ce néolibéralisme est fondé sur des concepts tout à fait contraires à ce qu'on connaît en Europe. En fait, l'Europe est un continent très ancien, caractérisé par une multitude de pays. Et contrairement aux États-Unis, c'est un continent où la mobilité des personnes est extrêmement limitée. On peut le constater statistiquement, mais la mobilité des personnes est limitée parce qu'on parle des langues différentes, on a des cultures anciennes, donc des attachements culturels profonds, des inflexions religieuses, parfois très anciennes, qui datent de la Réforme ou de bien plus avant. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe est caractérisée par une multitude, une mosaïque de territoires relativement homogènes, et donc qui ne mettent pas en évidence, qui ne stimulent pas la mobilité des travailleurs et des personnes. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, et c'est un peu un accablement, vont sans doute naître, travailler et peut-être malheureusement décéder dans un rayon très très proche, alors qu'aux États-Unis, le fait de bouger est la loi du genre humain. Quand vous demandez à un Américain, c'est une petite anecdote, d'où il est, where are you from, il ne sait pas très bien s'il doit parler de ses ancêtres, de son dernier boulot, de lieu où il a étudié, parce qu'en fait, il est en mouvement permanent, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Et l'Europe, d'ailleurs, a développé, essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, ce concept d'État-providence, qui part de l'idée que l'État a un rôle à jouer pour la protection des personnes. Alors l'État-providence, c'est le fait que les gens sont aidés au début de leur vie, par de l'enseignement qui est quasiment gratuit, par des allocations diverses, contribuent à l'État lorsqu'ils travaillent, par des impôts, par des cotisations sociales, et au terme de leur vie professionnelle, sont de nouveau, on va dire, créditeurs de l'État, puisqu'ils reçoivent des pensions, des retraites et diverses allocations. Mais on comprend bien que le modèle d'État-providence promeut, épouse l'immobilité des personnes, parce qu'on ne pourrait pas avoir un système où pendant toute sa vie, on a une relation étroite à l'État si on changeait d'État en permanence. Donc le modèle d'État-providence est en fait le reflet, en tout cas à épouser, le fait qu'en Europe, il y ait une mosaïque de régions, de pays extrêmement homogènes, même si on parle de l'Europe comme étant d'un ensemble bien plus large. Et donc ce qu'on n'a pas compris lorsque le néolibéralisme s'est imposé dans nos économies, c'est que ce néolibéralisme avait un prix. C'est qu'il fallait en fait flexibiliser le travail ou amplifier la mobilité des personnes. Mais comme je viens de le dire, cette mobilité des personnes est réduite pour des raisons géographiques, religieuses, culturelles, ethniques, tout ce qu'on veut. Eh bien, ce modèle du néolibéralisme est en fait inconciliable, n'est pas compatible, n'est pas congruent avec le système européen. Et c'est ce qu'on voit maintenant dans nos contrées. On voit que des personnes, d'abord on a vu que l'Europe, par sa génétique, on va dire, économique, a un taux de croissance bien moindre que d'autres régions qui promeuvent cette mobilité, comme les États-Unis, mais on se rend compte qu'on vit un choc de modèle. Et ce choc de modèle, ce n'est pas le Covid qui le révèle, c'est en fait certains mouvements populistes. On se souvient des Gilets jaunes en France, de différentes manifestations en Italie. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la population qui est vieillissante, parce qu'elle est vieillissante, le baby-boom d'après-guerre est devenu plutôt un papy ou un mammy-boom aujourd'hui, eh bien, ce papy-boom aujourd'hui crée des populations qui sont en demande d'avantages sociaux, qui sont en demande de support de l'État, alors que l'État n'a plus la traction, la capacité d'économie, en tout cas la capacité de croissance plutôt, qu'il avait pu avoir dans le passé. Et donc on se rend compte que le capitalisme anglo-saxon, américain, le néolibéralisme, suppose l'absence de protection individuelle des travailleurs, alors qu'en Europe, on veut plus de protection pour répondre notamment, comme je le disais, au vieillissement de la population ou au fait qu'on a parfois des vagues de chômage qui s'abattent sur nous. Donc on est en fait dans une collision de modèles, et nous on veut tout et son contraire, c'est-à-dire qu'on veut la protection de l'État, mais on veut en même temps des taux de croissance qui nous permettent individuellement
de nous enrichir, d'assurer la prospérité, la protection de nous-mêmes et de nos proches. Et donc, il y a une incompatibilité. Alors, cette incompatibilité, comment c'était gérée depuis un certain nombre d'années? Par l'endettement public, c'est-à-dire que l'État s'est endetté pour donner à la population une protection sans avoir la croissance économique qui permettait de la générer, ou en tout cas de l'étançonner. Et je pense que cette collision de modèles va s'amplifier. Et que la crise du Covid, et c'est là qu'elle intervient, en fait, révèle cette réalité. Puisque le Covid, c'est quoi? C'est en fait l'arrêt de l'économie. C'est d'abord une crise sanitaire épouvantable, évidemment. On le sait, il y a eu 10 000 morts dans ce pays, et je ne crois pas que la crise ait été parfaitement gérée. Mais c'est un blocage de l'économie. L'offre et la demande sont contrariées. L'offre, c'est quoi? C'est l'offre de biens et de services. La demande, c'est la demande des biens et des services. C'est rare d'avoir ces deux éléments qui sont bloqués, un peu comme si on avait subi une déclaration de guerre ou une invasion. Et donc l'économie ne peut pas générer la richesse qu'elle avait pu générer dans le passé. On estime par exemple en Belgique que le PIB va baisser d'à peu près 15%, ce qui est un chiffre qui était impensable même dans les pires cauchemars des économistes. Mais donc on voit qu'aujourd'hui, légitimement, la population demande une protection de l'État, demande une aide, et je dis légitimement parce qu'il faut que l'État joue son rôle, mais que l'État n'a pas la capacité ultérieure de créer de la croissance pour pouvoir rembourser cet endettement qui résulte de la protection des personnes, et que donc la crise du Covid révèle cette ambiguïté de vouloir de la croissance d'un modèle décomplexé, avec en même temps une forte protection des personnes. Et de nouveau, quand on se replace aux États-Unis, on voit très clairement les choses. Les États-Unis, en tout cas du côté républicain, veulent remettre l'économie le plus tôt possible, et c'est le cas au travail. Pourquoi? Parce que comme les personnes ont peu de protection sociale, les personnes doivent travailler, doivent recréer de la richesse individuellement pour être capables de surmonter économiquement le choc qui est très très important. Et nous, c'est plutôt auprès de l'État qu'on cherche un support. Moi, je crois que le modèle européen est meilleur, parce que c'est un modèle de cohésion sociale, de solidarité, de partage, et que créer des sociétés où l'individualisme prévaut, ça crée des sociétés qui finalement deviennent violentes, prédatrices, angoissantes, comme c'est le cas aux États-Unis. Mais voilà, il n'empêche qu'on vit un choc de modèle. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre dans les prochaines années? Je pense qu'on va vivre une très sérieuse remise en question des équilibres socio-économiques. Parce que cette crise va susciter, on va dire, et je l'espère, un choc de modèle qui va amener à redéfinir le rôle de l'État. C'est-à-dire que l'État a un rôle à jouer, je disais en termes de protection des personnes, en termes d'aide, en termes de solidarité, de partage, mais l'État n'a peut-être pas un rôle à jouer dans tous les domaines. L'État n'est peut-être pas le meilleur gestionnaire d'entreprise, et donc on devrait en fait idéalement, pour autant que ça puisse se passer, avoir une sorte de grand pacte de société, de réflexion citoyenne, qui conduise à redéfinir le rôle de l'État et à savoir quel est le niveau de protection, d'aide qu'on peut demander légitimement de la part de l'État. Ce qui suppose évidemment de savoir quelle est la nature de la contribution qu'on veut fournir à l'État pour avoir la protection qu'on demande. Parce que c'est évident qu'il doit y avoir une cohérence entre la contribution et ce qu'on tire de l'État. Et donc ça posera des questions d'organisation sociale, d'organisation fiscale, qui vont conduire, je pense, à repenser le modèle. Le pire serait en fait, je crois, de ne pas saisir cette crise et de considérer que c'est un simple hiatus dans l'histoire des hommes et que finalement tout va continuer comme avant, parce que ce n'est pas possible de se poser la question dans ces termes-là, puisqu'on voit aujourd'hui que des pans entiers de l'économie se sont effondrés, on voit que des centaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi, et je ne parle que de la Belgique évidemment, ou sont en souffrance économique, et donc une grande réflexion va devoir être mise en œuvre. C'est aussi une occasion, je pense, de poser la question de savoir quel est le rôle de stimulation de l'État en matière d'investissement. Dans cette vague néolibérale, était acquis le fait que l'État n'avait pas de rôle à jouer en matière d'investissement, puisque le secteur privé savait mieux que l'État comment il fallait faire. Oui, mais l'horizon de temps du secteur privé et de l'État n'est pas le même. Le secteur privé, en fait, recherche quoi? Une rentabilité naturellement et légitimement à court terme, et le secteur privé cherche une sorte de monopole temporaire pour pouvoir imposer le prix de ses biens et des services. L'État, lui, n'est pas du tout dans cette logique, parce que l'État doit gérer des équilibres sociaux à long terme, en termes de prospérité, en termes de partage, en termes d'éducation, en termes de protection médicale. Et ça, bien sûr, ça ne peut pas être vu dans une logique purement mercantile, ça doit être vu dans une logique sociétale et citoyenne. Et donc, cette réflexion va aussi porter, je le disais, sur la nature des investissements que l'État sera autorisé à mettre en œuvre. Et j'espère qu'on va retrouver ce que j'appelle des États stratèges, c'est-à-dire des États qui ne sont pas dominants, pas des États
administratifs ou des États totalitaires, mais des États qui ont une capacité d'impulsion, de remise en ordre de l'économie, de gestion des grands problèmes comme l'énergie par exemple, les transports, pour pouvoir créer la prospérité des prochaines années. En d'autres termes, on ne peut pas se limiter à reléguer au secteur privé ce qui relève du bien-être commun, collectif et sociétal. Ça, c'est toute la réflexion qui, idéalement, devrait être mise en œuvre. Mais je crois que si elle n'est pas mise en œuvre, ce sera très grave, parce qu'il va y avoir un mécontentement social, on le ressent déjà maintenant, qui va mettre en cause la capacité de l'État à pouvoir jouer ce rôle de guide dans l'économie. Et c'est en fait ce que je crains maintenant, c'est que, en fait, faute d'avoir un pouvoir qui est une autorité supérieure qui est capable d'apaiser, de pacifier, de donner conscience et d'avoir une vision pénétrée, on va dire, imprégnée de la société du futur dans le cadre de la solidarité et du bien-être collectif, on va avoir des replis individuels qui vont conduire à des comportements personnels qui vont devenir prédateurs. Et donc on est à un point de bascule. Donc j'espère, je le disais, d'avoir ce grand pacte citoyen qui soit mis en œuvre. Et je pense que si la main n'est pas reprise par l'État dans une logique de pacification, on va vivre des troubles sociaux qui peuvent peut-être être importants. Et d'ailleurs, j'en tiens pour illustration ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Il ne faut pas croire que les Gilets jaunes sont un hiatus de l'histoire. C'est un signal assourdissant, qui d'ailleurs s'inscrit parfaitement dans la logique de la mobilité des personnes et de la protection de l'État que je citais. En fait, les États, on le sait, sont écartelés entre la protection sociale que la population demande et une sphère marchande qui leur échappe dans le cadre du néolibéralisme, et on est exactement dans ces typologies pour les Gilets jaunes. On s'en souvient, les Gilets jaunes. Alors je prends cet exemple parce que pour moi, on n'écrit pas une théorie par un exemple, mais c'est intéressant de s'y attarder et de voir ce qui s'est passé. Les Gilets jaunes, ça a commencé à peu près il y a 2 ans. Ça a commencé parce qu'il y a eu des augmentations de taxes sur le carburant, concomitamment il y a eu des limitations de vitesse sur certaines routes, et donc des personnes ont commencé à se rebeller en mettant un gilet jaune. Pourquoi ? Parce que ces personnes, dans un premier temps, occupées des péages, des ronds-points, des routes, ne voulaient pas être percutées par des camions ou des voitures. Et donc c'est assez révélateur, parce qu'en fait, quand on bloque une route, un rond-point, un péage d'autoroute, ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit l'économie. On ralentit le transport des biens, on ralentit le transport des personnes, et donc ça ramène à l'espoir d'une société plus stabilisée, plus protectrice, qui est en fait exactement à l'inverse de ce que le modèle néolibéral promeut, c'est-à-dire la mobilité parfaite. Et donc les Gilets jaunes ont voulu ralentir l'économie en la stabilisant. Bien sûr, c'est un mouvement qui a dégénéré dans des manifestations plus violentes, mais originellement, les personnes ont voulu trouver dans la stabilité spatio-temporelle, dans le fait de retrouver des communautés, un apaisement que le mouvement, le roulement de l'économie, un peu incessant et parfois étouffant, leur imposait de subir. Et donc, les Gilets jaunes étaient peut-être, je pense, un mouvement précurseur de cette collision de modèles qu'on vit maintenant, c'est-à-dire une sphère marchande, je disais, qui nous échappe, elle devient mondiale, c'est Amazon, ce sont des flux digitaux, et des États qui sont censés assurer la protection sociale. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que quand je disais qu'il fallait un grand pacte citoyen, finalement, il faut être aussi nous-mêmes bienveillants avec l'État. On ne peut pas à la fois demander à l'État de nous donner ce qu'il ne peut pas donner, parce que l'État n'existe pas. L'État est fondé sur des contributions que nous donnons à l'État. Donc l'État est une formulation de partage, et on ne peut pas à la fois vouloir de l'État qu'il nous donne plus, et en même temps s'opposer à l'État dans sa formulation actuelle. C'est plutôt une co-création citoyenne du rôle de l'État auquel on devrait s'appeler. Donc voilà, ça je pense c'est le défi des prochaines années, mais on va vivre sans doute des tourments, des perturbations atmosphériques importantes. Je ne sais pas de quoi seront faits les prochains mois. Je pense qu'on va avoir un choc important ou un ressac important de cette crise sanitaire. Donc moi-même, d'ailleurs, je n'arrive pas à percevoir en l'état d'aujourd'hui la gravité. J'espère qu'on aura des gouvernants qui auront la sagesse d'être plutôt proactifs dans cette nouvelle formulation du rôle de l'État, dans ce concept d'État stratège, plutôt que d'avoir des États qui sont réactifs à court terme et qui gèrent de manière, on va dire, un tout petit peu empirique et inductive les choses. Voilà. Alors c'est peut-être naïf comme idéal. On espère tous avoir des hommes et des femmes providentiels, des Charles de Gaulle qui règlent l'économie. Mais je pense que le moment est venu aujourd'hui que chacun réfléchisse, garde son calme, s'engage et exprime peut-être, en utilisant sa plume, son action, des paroles de sagesse et réfléchisse au modèle auquel il veut adhérer dans le futur.
Et donc j'espère aussi en Belgique en particulier qu'on aura bientôt un gouvernement pour pouvoir formuler cet espoir démocratique gigantesque, exprimé il y a maintenant plus d'1 an et qui devrait se concrétiser. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous, mais je vois qu'il y a des questions, donc je vais devoir les prendre. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je ne sais pas très bien. Attends, j'essaie peut-être d'y arriver. Mais... Voilà. Ah bien, attendez. Je vais prendre des questions, je vais voir. Voilà, il y a une question qui porte d'ailleurs sur quelqu'un qui est un homonyme, il a le même prénom que moi, qui pose la question de savoir si on va remettre en cause la notion d'État-providence. Est-ce qu'il n'est pas idéaliste de penser que l'État sera moins providentiel dans le futur? Moi, je crois que l'État-providence, c'est important. C'est un acquis gigantesque, c'est un acquis d'après-guerre, mais il y a plus que ça derrière l'État-providence. C'est le relais de toute une tempérance sociale, en partie de nature religieuse d'ailleurs, qui est exprimée depuis 2000 ans. L'Europe a été un pays martyrisé, et les personnes qui ont développé l'État-providence ont voulu donner un attribut moral à la gestion de la cité. D'ailleurs, l'économiste qui a formulé l'État-providence dans les années 40, appelé Beveridge, c'était un travailliste anglais, qui avait dit qu'il fallait s'attaquer à 5 mots, donc MAUX, dont la pauvreté, l'éducation, la salubrité. Et c'est ça l'État-providence, c'est en fait donner à l'État le pouvoir d'aider la population dans une notion de solidarité. Donc j'espère qu'on va garder cette notion d'État-providence. Je crois qu'elle est très importante. Parce que si on glisse vers une société qui est plus individualiste, on va aggraver les inégalités, on va aggraver cette violence qu'on retrouve dans une société comme les États-Unis. Il se fait que ma grand-mère est américaine, que j'ai étudié aux États-Unis, que j'y ai travaillé assez longtemps, et que donc, quand on connaît ce pays, on sait qu'il est violent. L'individualisme, ça veut dire que c'est la prospérité individuelle qui prévaut sur l'harmonie sociale et donc la collectivité. Et donc ça crée des chocs très importants. Et bien sûr, Trump, qui est dans la lignée de tous ses prédécesseurs, est en train d'exacerber cet individualisme violent. Et je ne crois pas que ce soit la bonne chose. Donc j'espère qu'on va garder l'État-providence, mais il est clair qu'on ne peut pas financer l'État-providence uniquement par l'emprunt en permanence. Donc on va devoir, je pense, retempérer ou peut-être repenser les avantages sociaux d'une part, et d'autre part les contributions à ce même État-providence. Voilà. Alors une question qui n'est pas liée à ce que je viens de dire, mais qui est en partie, qui est de savoir est-ce qu'on va vivre dans une société sans cash. Alors c'est intéressant comme question, parce qu'évidemment le cash c'est les espèces, c'est aussi la monnaie. La monnaie c'est un attribut de l'État, puisque la monnaie est un gage de confiance qui est donné par l'État à un outil de transaction, à un signe monétaire. Je pense qu'on va rentrer dans une société, de plus en plus cash-caisse, ce qui pose d'ailleurs un problème on le sait tous, on l'a déjà lu, de vie privée. Ça pose aussi un problème de traçage de nos comportements. Et d'ailleurs, beaucoup de gens dont je suis devront être attentifs au fait de savoir si cette crise n'a pas limité la liberté individuelle à des motifs sanitaires qui sont compréhensibles et légitimes. Et peut-être une société cachée serait une société qui sera peut-être telle qu'on sera plus pisté dans nos comportements. Alors je vais dans les questions. Voilà, une question suivante, en disant « Bonjour, on parle d'un ordre mondial qui dit les États, le monde, parler d'orientation d'un futur bien différent sur le plan économique et humain. » Oui, alors ça c'est le grand complot mondial qui partirait de l'idée qu'en fait il y a en fait un cénacle de gens qui dirigent le monde et qui veulent une société plus capitaliste, d'asservissement des personnes. Je ne crois pas que ce soit le cas, parce que c'est clair que si on pousse le libéralisme dans ces derniers retranchements idéologiques et ils n'ont pas été atteints, finalement on abandonne l'homme politique pour en faire un homme consommateur. Et c'est d'ailleurs ce que Marx avait dénoncé. Je ne crois pas qu'on va arriver dans cet état, mais ça veut dire aussi qu'on doit donc garder à l'État des attributs en matière de providence et de partage. Voilà. Alors, attendez, je vais d'abord effacer les questions, parce que je suis un peu tracassé. Ah voilà, j'étais dans le chat, mais il y a des questions aussi, voilà. Une question aussi qui pose le fait de savoir si les modèles économiques en collision sont des modèles volontairement choisis, puis implémentés, ou c'est une lecture a posteriori. C'est très intéressant. La question, en fait, de savoir
et je suis désolé de répondre de manière un peu disparate aux questions, est-ce que les modèles sont en fait le reflet d'une prédisposition ou s'imposent naturellement? Eh bien moi je pense que les modèles s'imposent sur des racines très anciennes, comme les religions d'ailleurs, sur des racines, sur des typologies géographiques, géologiques, et que finalement le modèle s'impose sur ces conditions préexistantes. Donc, par exemple, l'État-providence ne s'est pas imposé par un coup de baguette magique, mais reflète les tourments que les pays européens ont pu vivre et ont été amplifiés au XXe siècle par 2 guerres. Je prends l'exemple des religions, par exemple. On a un courant catholique en Europe, on a un courant luthérien, un courant calviniste. Eh bien, le courant luthérien, c'est en fait resté persistant en Allemagne et dans les pays nordiques parce que c'est un courant protestant d'agriculteurs. Et donc, ce sont les territoires au sein desquels il faut mettre en commun la terre, il faut la travailler, qui ont épousé ce courant religieux. Donc, la religion ne s'est pas imposée sans épouser un contexte préalable. Le calvinisme s'est imposé dans les sociétés plus marchandes, comme par exemple la Suisse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et plus tard les États-Unis. Et donc je pense qu'effectivement le modèle épouse des conditions préexistantes et ne s'impose pas de lui-même. Par exemple aux États-Unis, le modèle néolibéral est en fait le reflet aussi d'un État continent pays au sein duquel la mobilité est nécessaire parce que c'est une terre où les poches de croissance sont assez limitées. C'est un pays de faible densité de population, évidemment. Il y a 330 millions d'habitants pour un continent, on est 11 millions d'habitants en Belgique, une des plus fortes densités du monde. Eh bien, il est clair que le modèle du néolibéralisme, qui promeut la mobilité elle-même, qui demande moins de protection sociale, est en fait une réalité assez congruente. Voilà, alors, une question peut-être pour les États-Unis. Si aux États-Unis les démocrates l'emportent, ça pourrait changer le modèle libéral. Moi, je pense que les États-Unis, je l'ai souvent dit et écrit, donc je ne vais pas trahir ma pensée, je pense que les États-Unis vont vivre un choc sociétal très important, le vivent d'ailleurs. J'avais écrit il y a 3 ans dans l'Écho en septembre 2017, donc vraiment il y a 3 ans. Tout le monde m'avait dit que j'étais complètement cinglé à l'époque, que je croyais que les élections de 2020 n'allaient pas bien se passer. Et je crois que quand je relis cet article, parce que je le fais parfois par souci d'humilité, me mettant souvent trompé, j'aurais pu l'avoir écrit hier. Donc il y a une mutation profonde de la société américaine. Donc Trump n'est pas un hiatus de l'histoire. Trump est un prolongement de l'isolationnisme, mais les États-Unis vivent un choc peut-être en partie totalitaire, avec des élections qui vont peut-être bien se passer. Si Trump l'emporte, certainement mal se passer s'il est mis en difficulté. Et c'est un pays qui pourrait vivre un choc d'abord électoral, hein, avec dans certains États des litiges. On a connu ça en Floride il y a quelques années. Une contestation d'élections, des suspicions de fraude. Et d'ailleurs, Trump a dit lui-même que si les démocrates l'emportaient, c'est que les élections étaient truquées, donc le ton est donné. Et donc ça pourrait conduire à une mise en question de l'ordre sociétal américain. Alors les avis sont partagés. Ma perception personnelle, c'est que ça ne va pas bien se passer, et que donc on pourrait avoir un choc peut-être un peu totalitaire. Jacques Attali, par exemple, dit que les États-Unis vont devoir traverser une phase de fascisme, parce qu'il dit que c'est la plus grande démocratie du monde qui n'a pas traversé cette phase temporaire, et que ça pourrait donc conduire à un choc sociétal extrêmement important. Je ne l'espère pas, vraiment pas, mais ça pourrait se passer, et donc les prochains mois vont être intéressants. En tout cas, entre le 3 novembre, date des élections, et le 20 janvier, date donc de la prestation de serment, il va certainement se passer des choses extrêmement troublantes aux États-Unis. Mais donc, il ne faut pas croire néanmoins que si les démocrates l'emportent, ou l'emportaient au terme de litige ou pas, on verra bien, on aurait aux États-Unis la recherche d'un État-providence. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, collectivement, les gens ne veulent pas de protection de l'État, même les démocrates. Ils ne veulent pas de protection de l'État parce que, d'abord, ça leur donnerait l'impression qu'ils doivent plus payer d'impôts, ils n'ont pas envie. Et collectivement, tant les gens que les États-Unis veulent garder la liberté de mouvement. Et comme la protection sociale, comme en Europe, est un empêchement de la mobilité du travail, ou plutôt que l'immobilité du travail conduit à l'État-providence, et que les Américains veulent garder cette cinétique, cette dynamique de mouvement, les démocrates ne vont rien changer. D'ailleurs, quand on dit que Obama a modifié le système social, c'est en fait de manière extrêmement marginale, puisque collectivement, ce n'est pas le choix de société qu'il faut. Alors une question aussi qui est liée à tout ça, l'État-providence, que pensez de l'allocation universelle ? C'est un grand débat finalement, parce que
L'allocation universelle, c'est un concept libéral, c'est pas du tout un concept communiste ou marxiste ou que sais-je. Finalement, pour bien comprendre l'allocation universelle, il faut comprendre les modèles de taxation. Aux États-Unis, il y a une théorie qui a été développée dans les années 30, qui est ce qu'on appelle la théorie du trickle-down, c'est le ruissellement. Et ça part de l'idée que finalement la prospérité part des plus riches vers les plus pauvres, et que donc on ne doit pas taxer trop les riches, puisque la richesse qui est créée tombe vers les personnes plus pauvres, et que les riches doivent mettre au travail les gens plus pauvres. Donc ça part de l'idée que la taxation doit être en fait minimale pour les hauts revenus, parce qu'en fait, moins on taxe les hauts revenus, plus les personnes moins fortunées pourront bénéficier de cet effet d'entraînement de l'économie. Bon, on n'a jamais vu très bien le ruissellement fonctionner, on le cherche encore, mais en tout cas, c'est une légende urbaine qui s'est développée là-bas. En Europe, on a une vision complètement différente. On taxe beaucoup plus les personnes qui ont des revenus plus importants, de manière progressive. En fait, on taxe de manière progressive la capacité à créer de l'épargne. Alors qu'aux États-Unis, on détaxe les riches, c'est-à-dire qu'on détaxe la capacité à créer de l'épargne, partant de l'idée que cette épargne va être diffusée dans l'économie. Donc on a vraiment deux modèles complètement différents. En Belgique, on taxe la personne qui est capable de mettre, entre guillemets, de l'argent de côté, de manière par des barèmes progressifs. Aux États-Unis, par un système d'impôt quasiment linéaire, on favorise l'injection de l'épargne dans l'économie. Donc on a une vision de ruissellement aux États-Unis, qui part du haut vers le bas. En Europe, on a une vision qui est plutôt du bas vers le haut, avec ce contrat de solidarité. Et en fait, l'allocation universelle, c'est en fait l'aide aux personnes qui n'ont pas de ressources, c'est-à-dire c'est plutôt une logique qui s'impose en matière de système libéral qu'en matière d'État-providence, puisque l'État-providence est censé lui-même donner un certain revenu providentiel. Et d'ailleurs, l'État-providence en Europe est très individualisé. L'allocation universelle qui remplacerait toute une série d'allocations ou d'aides, ça homogénéiserait les choses et conduirait, je crois, au fait que celui qui a besoin de plus d'aide n'en aurait pas assez, et ça donnerait de l'aide à des personnes qui n'en ont pas besoin. Donc je pense que l'État-providence est en fait la négation, ou en tout cas c'est la contradiction avec l'État, avec l'allocation universelle. Je sais que cette thèse est contestable et contestée, c'est pas important, c'est mon avis. Et donc je pense que l'allocation universelle n'est pas une bonne solution, qu'on a un système qui s'est développé au cours des 70 dernières années, qui est une logique, une homogénéité. Par contre, il y a un domaine dans lequel, naturellement, nolens volens, on évolue vers un système d'allocation universelle, c'est les pensions, c'est les retraites. On converge vers un système, d'ailleurs c'est annoncé dans certains programmes de partis politiques, vers un montant plus ou moins homogène, quel que soit le montant qu'on ait cotisé. Et donc il y a une dissociation sans doute entre la contribution qu'on a pu commettre et le bénéfice qu'on aura de l'État. Voilà. Alors, je vois une question intéressante aussi, enfin, elles sont toutes intéressantes, mais qui porte sur le Covid. Et on dit que l'Europe prête énormément d'argent aux États pour lancer l'activité économique. Comment est-ce qu'on va récupérer cet argent? Moi, je pense que l'argent ne va jamais être récupéré et qu'il ne doit pas être récupéré. Finalement, la dette publique, c'est une virtualité, parce que la dette publique, la seule chose qui compte, c'est son refinancement. Une dette n'est jamais remboursée, elle est refinancée, donc on a un emprunt arrive échéance, on remplace par un autre. La seule chose à laquelle il faut être attentif, c'est le taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt doit être honoré. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont négatifs. L'État belge emprunte à long terme un taux d'intérêt négatif, donc il doit payer des intérêts négatifs, donc il gagne de l'argent. Et les taux d'intérêt sont maintenant, entre guillemets, nationalisés, puisque les banques centrales sont tellement intervenues dans l'économie depuis 2008 aux États-Unis et un peu plus tard chez nous, que les taux d'intérêt sont en fait non plus donnés par le marché, mais imposés par l'autorité monétaire absolue que formulent les banques centrales. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les banques centrales en fait achètent la dette publique, c'est-à-dire que le surcroît d'endettement est en grande partie acheté par les banques centrales qui, en contrepartie, émettent de la monnaie. Ces banques centrales, quand ces emprunts publics arriveront à échéance, vont racheter d'autres emprunts. Donc on peut partir de l'idée, je pense assez cohérente, que toute cette dette publique qui est achetée par les banques centrales, c'est une dette en fait qui n'existe plus. Elle sera éternellement refinancée. C'est comme si elle avait été en fait dissipée, qu'elle avait disparu. Donc c'est pas grave. Et comme les taux d'intérêt sont contrôlés par ces mêmes banques centrales, et que les États ne peuvent pas tolérer des taux d'intérêt plus importants, parce qu'ils devraient les payer avec des impôts plus importants, on est peut-être parti dans un mouvement perpétuel d'endettement qui tourne, avec des taux d'intérêt qui baissent.
Maintenant, oui, mais on va dire, mais alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? La perte de confiance dans la monnaie pourrait arriver. De l'inflation. On sait que quand on produit trop de monnaie, eh bien, la monnaie devient trop abondante. Et l'inflation, ce n'est pas la raréfaction des biens, c'est qu'il faut plus de monnaie pour acheter le même bien. Donc, s'il y a trop de monnaie, ben, les prix montent parce qu'il faut plus de billets, plus de pièces. Mais je ne vois pas de pulsion inflationniste. On est justement plutôt dans une situation de déflation. L'inflation, on arrive d'habitude que quand on est en plein emploi. On est loin du plein emploi. Et donc, on voit bien que les gens épargnent, ne consomment pas, donc il n'y a pas de traction en matière de consommation qui pourrait conduire à une baisse des prix, et puis à une hausse des prix. Et puis l'autre élément, c'est que nous avons une population qui est vieillissante, et qu'on peut, sur base de l'exemple japonais entre autres, tout à fait corréler le vieillissement d'une population à l'absence d'inflation. Donc je pense que ce qui se passe maintenant n'est pas grave, et que l'endettement public, quelle que soit son envergure, finalement, ne sera pas remboursé, en tout cas l'endettement public qui est placé auprès des banques centrales. Tout ça ne présente aucune difficulté. De toute façon, il faut que l'État aide la population maintenant. C'est l'État qui doit, on critique beaucoup l'État, on va contester, mais enfin c'est l'État qui sauve l'économie privée pour le moment, et c'est grâce à l'endettement public. Donc il ne faut pas s'en inquiéter, je pense, actuellement. Peut-être que dans 10 ans, d'autres débats auront lieu, mais ce n'est pas, je pense, un problème. Alors, je ne suis pas tout à fait un grand amoureux des Mac, donc je ne sais pas très bien comment je peux voir toutes les questions. J'aurais peut-être besoin d'un tout petit peu d'aide pour faire glisser. Est-ce que je suis encore en Windows, moi, donc... Ah, voilà. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Oui. Ah, oui, ok. Qu'est-ce qui pousse nos politiques à ne pas relancer l'économie? Moi, je pense que l'économie est relancée par les pouvoirs publics. Il faut quand même mettre de bons comptes. Je le disais tout à l'heure, on peut pas... Tout dépend, tout est une question d'équilibre. On ne peut pas contester un État dont on bénéficie de l'aide. Et l'État, en fait, a joué son rôle maintenant. Il joue son rôle parce qu'on est en déficit budgétaire gigantesque, hein, on parle de dizaines de milliards d'euros. On est en endettement public qui monte de manière quasiment stratosphérique comme un montgolfière. Et donc cet argent qui est en fait créé par la Banque Centrale Européenne, qui est emprunté par l'État sur les marchés, il est injecté dans l'économie. C'est moins de recettes fiscales, plus d'allocations sociales. Et donc la relance, en fait, elle est dans l'immédiateté. Ce n'est pas une relance structurelle en matière d'investissement productif. C'est ça qui manque. C'est-à-dire c'est une relance... on va dire c'est du bois de rallonge que l'État aide la population à surmonter ce choc, et donc il joue son rôle. Ce qu'il faudrait idéalement, quand je parlais tout à l'heure de pacte citoyen, c'est se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire pour redéployer de manière productive l'économie? Et là, les défis sont là. Ils sont là en matière de transport, ils sont là en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, en matière d'énergie, on est nulle part. Et tous ces grands débats sont repoussés jour après jour, dans le futur. Mais la preuve par le futur n'existe pas. À un moment, il faut y être confronté. Je pense souvent, par exemple, que la mobilité, c'est catastrophique. On est en Belgique dans des systèmes où on n'a pas voulu investir dans la mobilité, alors que maintenant, on a un déficit budgétaire gigantesque qui vient d'une pandémie et d'une catastrophe sanitaire. Mais si l'argent était utilisable dans la même proportion pour les investissements, on en serait bien sûr tout à fait ailleurs. Donc voilà, l'État joue son rôle actuellement, mais n'a pas encore mis en œuvre ce qu'on appelle un plan de relance. Et le danger, évidemment, c'est que ça traîne. Je ne vois pas très candidement aujourd'hui le plan de relance européen dont on attend célébrer la gestation, aujourd'hui être extrêmement présent. Voilà. Alors je vais voir s'il y a encore des réponses. Peut-être encore mettre une idée pour tout peut descendre. Ah, okay. C'était la dernière, voilà. C'est la dernière, voilà. J'ai répondu en fait à cette question. Hein, c'est pour emprunter, les États membres doivent aller sur les marchés financiers. Ils ne peuvent pas avoir directement accès à la BCE. En fait, c'est pas vrai. C'est clair que les banques centrales ne peuvent pas imprimer de la monnaie, ne peuvent pas acheter en direct des emprunts d'État, mais dans la réalité, c'est ce qui se passe évidemment. Les emprunts émis par l'État passent fugacement dans des bilans bancaires avant d'être escomptés, et on est dans une logique de création monétaire absolue maintenant. Le fait d'avoir un bilan intermédiaire d'une banque n'a pas le moindre intérêt intellectuel, et donc oui, on finance l'endettement public par de la création monétaire, la masse monétaire créée par les banques centrales augmente, et je le disais, c'est finalement très bien comme ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, c'était un grand plaisir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les propos n'ont pas été trop incohérents, parce que c'est difficile en 3 quarts d'heure de répondre à des questions et de donner une vision sociétale complète.
Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'essaie quasiment tous les jours de mettre une pensée, ou en tout cas de synthétiser en quelques lignes une pensée avec un relais historique. Et donc voilà, écoutez, merci beaucoup de votre écoute. Je suis désolé que ça n'ait pas pu être physique, mais en tout cas j'espère que ça vous a intéressé, et je vous remercie de tout cœur. Merci à vous. Voilà, merci.